Bonjour à toutes et à tous et direction les Jeux. C'est le nom de ce nouveau podcast qui nous emmènera tout droit vers Paris 2024. Chaque semaine, nous nous retrouverons pour présenter les sports au programme, les enjeux et les chances françaises. Nous débattrons avec les intervenants de la rédaction d'Ico du Sport et nos invités. Et pour ce premier épisode, je suis accompagné d'Étienne Courceau et Lucas Le Sueur que vous avez l'habitude de suivre sur Dico du Sport. Salut les gars. Salut Victor, c'est avec une certaine émotion qu'on inaugure ce tout premier podcast de Dico du Sport. Un plaisir de pouvoir partager notre passion pour le sport en sachant que les Jeux Olympiques débutent dans 2 mois et que ça va être franchement une pure folie. Merci Étienne. Salut les gars, bonjour Ayodele, content de vous retrouver pour cette toute nouvelle aventure. Donc les jeux approchent à grands pas, la hype monte petit à petit et j'ai vraiment hâte de pouvoir partager et débriefer tout ça avec vous et nos invités. Merci Lucas. Et effectivement, on a tous hâte. Et du coup, pour ce premier épisode, nous allons donc évoquer la cérémonie d'ouverture à moins de 70 jours du début des Jeux. Et donc, on fera le point aussi sur les moments à ne pas manquer et les athlètes à suivre au cours de la quinzaine. Et tu l'as un peu dit déjà, Lucas, mais nous accueillons avec nous Ayodele Ikwesang, qui est médaillée d'argent avec le relais 4 x 100 mètres en 2014 et adjointe au maire du 18e arrondissement de Paris. Bonjour Ayodele. Bonjour. Eh ben, merci d'être avec nous en tout cas. Est-ce que pour commencer, peut-être que tu peux te présenter, toi et puis aussi ton projet pour celles et ceux qui te connaissent peut-être un petit peu moins? Oui, et ben, du coup, Ayodele Ikwesang. Donc moi, je suis une athlète olympique, spécialiste du 100 mètres et du relais 4 x 100 mètres. Vous l'avez dit, médaillée sur le relais 4 x 100, finaliste européenne aussi. Je suis, en plus d'être mère adjointe dans le 18e, je suis maman de 2 enfants et je reviens du coup après 2 maternités avec le projet de me qualifier pour Paris cet été sur le 100 mètres et le relais 4 x 100. Oui, on a suivi ça. Du coup, on a vu que tu avais repris donc à Dubaï le 100 mètres, c'était au début du mois, et puis en Mmh. Autriche il y a quelques jours, Oui, avec des chronos de 11,89, et puis ensuite c'était en Autriche 11,62, mais il y avait un petit peu trop de vent à la c'est limite, ça. Ouais et 11,80 en finale. Du coup, et la, ouais. la question qu'on voulait te poser, c'était quelles étaient tes sensations et puis ton regard sur ces temps de rentrée, sachant que moi j'ai vu que je crois que c'était le dernier chrono avant ta retraite en quelque sorte, il était de 11,65 je crois, donc c'était déjà en fait au même niveau qu'en 2018. Oui, bah, moi, mon regard, je suis plutôt contente, c'est des courses qui sont perfectibles, donc voilà, je suis rassurée sur, ma préparation. Je pense que, voilà, au fur et à mesure des courses, ça va descendre et voilà, en 2014, j'étais rentrée à peu près dans ces mêmes eaux donc pour moi, c'est hyper encourageant. Je suis rarement rentrée très, très vite, en fait. Donc je sais qu'au fur et à mesure des courses, ça va se mettre en place. Donc voilà, c'est bien. Et puis ça me permet de retrouver mes repères sur le 100 mètres, de voir qu'au niveau de la vitesse, bah, il y a encore des restes. Et puis ça permet aussi voilà, de conforter ce qu'on fait à l'entraînement et puis les efforts. Parce que voilà, le chemin, il n'était pas simple. J'ai pas arrêté pendant 5 ans. J'ai eu 2 enfants et en fait, pour revenir, c'est loin d'être simple. Donc, c'est aussi, je pense, voilà, le temps qu'il m'a fallu pour retrouver et organiser tout autour de moi pour revenir à ce niveau. D'accord, mais et du coup, qu'est-ce qui peut-être explique que tu aies choisi Dubaï pour rentrer et puis ensuite l'Autriche? Pourquoi ces compétitions-là? Bah, en fait, j'ai regardé, bah, c'est des meetings qui sont bronze, en fait. Donc, j'ai Ouais. regardé aussi par rapport aux points. Parce que bah, du coup, j'ai pas fait de saison particulièrement l'année dernière, j'ai repris, donc j'étais quand même assez loin. Et voilà, en fait, je leur ai expliqué que je revenais de maternité et que j'avais ce projet pour les Jeux. Et ils étaient hyper contents de m'aider dans mon projet, en fait. Donc, je suis partie là-bas pour trouver des bonnes conditions. Je suis dans un petit club qui s'appelle Championnet Sport dans le 18e arrondissement où on ne faisait pas les interclubs. Donc, je savais que j'allais pas avoir de compétition le week-end dernier Et et qu'il n'y avait pas aussi beaucoup de compètes chez nous bah, en dehors des interclubs, en fait. Donc, déjà, je perdais deux compètes.
Donc, il fallait que je trouve des compétitions pour rentrer. Et puis, bah, en fait, j'ai regardé sur World Athletics les meetings bronze, silver et autres. Et puis, j'ai demandé pour certains si je pouvais courir là-bas. Alors, Ok, je vais prendre et la donc, parole. Ah, vas-y, excuse-moi, Victor. Je vais prendre vas-y, la Étienne, parole je t'en prie. parce que pour ceux qui suivent un peu moins l'athlétisme et qui peut-être pourraient être perdus par ces termes bronze, argent, point, silver, je vais rappeler quelque chose. Alors, pour aller aux Jeux Olympiques et même pour les différentes compétitions internationales, il y a des minima, mais pour les athlètes qui n'ont pas fait les minima, il y a aussi une qualification à ce qu'on appelle le ranking. Alors, pour faire simple, je vais essayer de délaguer le problème en moins de 2 minutes. Le ranking, c'est un système de points et c'est un système de classement aux points qui pourrait être comparé à l'ATP et au WTA en tennis. Et une performance rapporte un certain nombre de points. Je vais dire une bêtise, j'ai pas les barèmes en tête, mais disons que par exemple, 11 au 100 mètres chez une femme, ça va te rapporter 1000 points. Et ben si on fait un meeting silver, gagner un meeting silver, ça va rapporter 100 points en plus par rapport à la performance réalisée de base. En sachant par exemple que gagner un Diamond League, c'est 250 points, gagner des championnats du monde, c'est 380 points. Et par exemple, gagner un Diamond League sur un 100 mètres, les 270 points gagnés ou 260 points, ça fait transformer une perf qui vaudrait 10,07, ça la fait transformer en 9,70 sur les bilans. Et donc le ranking, c'est les 5 meilleures performances, c'est la moyenne des 5 meilleures performances sur la période de qualification. Voilà, c'était pour Et apporter une donc, petite précision. concrètement, on peut se qualifier à une grande compétition internationale sans avoir réalisé donc les minima imposés, mais grâce au ranking. Tout à fait. Ok. Bah, merci Étienne en tout cas. Ayodele, donc pour toi, quelles sont les prochaines échéances maintenant que tu as fait ces deux rentrées, enfin ces deux premières compétitions? Bah, du coup, je vais enchaîner avec le meeting de Fort-de-France samedi prochain. Et le meeting de Dessau la semaine suivante. Et après, D'accord. après ça sera normalement le meeting de Bonneuil. Voilà, D'accord. dans Ouais, les donc, trois prochaines compétitions. Donc, des beaux meetings aussi. On va chercher des bonnes conditions. Et aussi se faire plaisir. Et du coup, petite parenthèse, mais là, sur ces meetings-là, en tout cas pour certains, c'est grâce à la fois à la cagnotte et puis le soutien de mon club où on est parti chercher des partenaires que je peux financer ces déplacements parce que du coup, voilà, faire des meetings à Dubaï ou en Autriche ou ailleurs, c'est un coût. Et du coup, grâce au soutien de mon club et de mes partenaires Campus Langue et puis MMA, et ben, j'ai pu financer une partie de ces déplacements. et c'est important de le dire parce qu'on a vu passer pas mal de cagnottes là ces derniers mois justement d'athlètes de l'équipe de France. Donc eh ben c'est heureusement qu'il y a des aides, des sponsors et puis des gens qui y contribuent. Dans quelle mesure, là on est mi-mai, fin mai bientôt, dans quelle mesure tu penses que pour toi ce sera facile d'intégrer un relais qui a performé justement il y a quelques semaines au relais mondiaux à Nassau? Est-ce que tu le vois comme une source peut-être de motivation en plus ou au contraire peut-être une source de pression supplémentaire? Sachant que le relais 4x100 aux mondiaux de relais à Nassau a fini médaillé d'argent. Bah, moi, je trouve qu'elles elles ont fait un bon résultat et déjà, faut les féliciter pour tout ça. Nassau, c'est début mai, les Jeux Olympiques, c'est début août. La saison, elle est courte, mais en même temps, elle est longue. Donc, voilà, moi, ce que j'ai en tête, c'est qu'il faut courir le plus vite possible. En tout cas, moi, c'est mon objectif. Faire les minima. Et le critère de choix, ça va être aussi l'état de forme au championnat de France. Donc, c'est c'est assez compliqué. C'était un peu le débat que certains pouvaient avoir. C'est-à-dire, est-ce que quand on qualifie une épreuve pour les Jeux, est-ce que c'est obligatoirement ceux qui ont qualifié voilà, l'épreuve, qui ont obtenu le quota, qui sont dans la sélection? Bah, ça va dépendre aussi du niveau de chacune. Mais je pense que c'est bien s'il y a de l'émulation et s'il y a de la bagarre. Voilà, tant mieux pour les sprinteurs français. Ouais. Et puis après, il y a aussi tous les pics de forme à gérer parce que sur une saison où il y a des relais mondiaux,
pour certains, les championnats d'Europe, les championnats de France évidemment, Mhm. et puis les Jeux olympiques, ça fait pas mal aussi. Bah Je oui, sais que oui, c'est après, Louise Marvel qui nous disait qu'elle apprenait course après course, Ah mais bon. bah oui, oui, la saison, elle se joue pas. En fait, elle est longue, hein, donc après, chacun a sa préparation. Voilà, certains sont en forme plus tôt, d'autres le seront au fur et à mesure de la saison. Après, le juge de paix, ça va être les chronos et puis les championnats de France. Donc, moi, je me préoccupe plutôt de ce que j'ai à faire, voilà, de faire en sorte que mes courses, elles s'améliorent, que le chrono descend. Et même s'il y a trop de vent à Graz, je prends, c'est bien, c'est le chrono il descend. Et, euh, et voilà, et puis après on verra, hein. De toute façon, comme je l'ai toujours dit, hein, moi je repars au départ 5 ans sans compète au niveau, je reviens avec après 2 maternités. Pour moi, c'est que du bonus et je sais que je peux encore descendre mes chronos et donc maintenant l'idée c'est de le concrétiser. Oui, génial. Bah écoute, bah, je sais que je sais pas qui c'est qui voulait prendre la parole, mais je sais qu'Étienne avait une question à te poser également. Bah, du coup, j'en ai même deux parce que Ah, tu as beaucoup focalisé sur les Jeux Olympiques, mais il y a aussi les championnats d'Europe qui auront lieu Mhm, à Rome au début du mois de juin. Les minima, c'est 11-24 et la fin de qualification, c'est le 31 mai. mhm. Si ça n'a pas changé, parce que j'ai deux dates qui sont différentes. Il y en a qui disent le 26, d'autres le 31. Donc on va dire pour le moment 31 mai. Mais est-ce que c'est aussi quelque chose que tu peux voir comme une étape intermédiaire? Est-ce que c'est un objectif en soi ou est-ce que tu es vraiment full focalisé sur les Jeux Olympiques? Bah, c'est une étape intermédiaire. Pour moi, il y a 1 an, je courais en 12-40, hein, donc du coup, Oui, pour c'est moi, vrai. c'est tout bénef. Donc non, j'ai pas de pression. Je suis vraiment là pour me faire plaisir. Je suis soutenue par mes proches, par plein de personnes aussi dans mon entourage, par toutes les personnes qui m'accompagnent aussi dans cette préparation. Et, euh, et voilà, l'idée c'est on arrive de manière positive à cet objectif et qu'on le réussisse. Maintenant, voilà, je me mets pas de pression sur quelle paire je vais faire à la fin du mois là. Je prends les courses, on corrige ce qu'on a à corriger, je gagne en confiance et puis surtout, je prends du plaisir, quoi. Et Et je pense que le reste viendra. accessoirement, tu as marqué 25 points grâce à ta quatrième place du côté de l'Autriche. C'est toujours D'accord, cool. négligeable. Et la deuxième question qui est un peu plus, on va dire, qui est un peu plus hors sport. Comme l'a dit Victor en introduction de ce podcast, tu es aussi élu à la mairie de Paris, donc tu es dans le monde politique. C'est un milieu qui est assez difficile. En plus, toi, tu es une femme noire, donc c'est peut-être encore plus difficile pour toi parce que on sait qu'en France, il y a encore des obstacles pour les personnes dites racisées, sans Mhm. rentrer davantage dans les débats. Mais on sait aussi que l'athlète de haut niveau, c'est une fosse au lion. Tu es bien placé pour le savoir. Et est-ce que le fait d'avoir une connaissance en tant qu'élu, ça t'apporte aussi dans ton quotidien d'athlète de haut niveau pour affronter des éventuels coups durs que tu peux avoir? Bah, moi, j'aurais dit le contraire. Ah ouais? C'est plutôt, c'est plutôt ma carrière d'athlète qui, je pense, m'a donné quelques armes quand j'ai débuté dans mon mandat. Je le mettrais parce que la carrière d'athlète, elle n'est pas non plus hyper simple, hein. Donc, parfois, il y a quand même des injustices. Parfois, il y a des choses qui vous paraissent complètement aberrantes. Mais moi, je dirais que c'est plus mon parcours de sportif de haut niveau qui m'a aidé dans ce milieu-là, plus que l'inverse. Après, aujourd'hui, je pense que ça nourrit ma personne, en fait. Donc, moi, je viens pas d'une famille engagée politiquement. Je me suis engagée parce que je trouve que justement, on a un sujet sur la place du sport en France. Je me suis engagée parce que j'ai grandi à Paris et que bah, on parle quand même peu des sportifs et que contrairement aussi à certaines villes, on a l'impression qu'on est hyper bien doté parce qu'on est parisien et qu'en fait, bah, en fait, personne nous connaît, donc on n'a pas de moyens.
et que c'est beaucoup plus dur en fait, parce que la vie elle est chère, les loyers sont chers, enfin, on a quand même pas mal de contraintes. Et je me suis engagée parce que je voulais justement que ça bouge en fait, qu'on reconnaisse que être sportif de haut niveau, à très haut niveau, ou même à un niveau moins important, que c'est une richesse en fait, c'est une richesse pour, enfin voilà, c'est une richesse pour une ville, c'est une richesse pour le vivre ensemble, c'est une richesse large qu'on n'exploite pas suffisamment, et c'est pour ça que je me suis engagée. Après, voilà, je découvre un monde qui est très particulier, euh, mais mais voilà, moi, j'y suis allée vraiment par rapport à mes convictions. Et donc, c'est ce qui fait que, même si c'est pas simple, hein, de toute façon, tu l'as dit, hein, moi, je suis une femme, en plus, je suis noire, pas trop l'habitude d'avoir des maires et des maires adjoints de mon profil. Je viens plutôt d'un milieu populaire, donc voilà, et puis je suis athlète, hein, donc il y a toujours un peu cet a priori des athlètes qui sont, voilà, qu'on a dans les jambes mais pas trop dans la tête, contre lequel t'es obligé de te battre en fait contre ces préjugés-là. Ça Mais en perd même aujourd'hui, ça? Ouais, oui, je pense que ça ne bouge pas beaucoup. Mais je pense que c'est important. Après, moi, en tout cas, moi, ça fait partie de ma manière de penser. Je pense que c'est important de s'engager à son échelle. Et c'est ma manière de m'engager et d'essayer de faire bouger un peu les lignes à mon niveau. Merci Ayodele. Justement, la question d'Étienne, elle me permet de faire la transition avec notre prochain sujet, puisque il nous a parlé de tes engagements à la mairie de Paris, à la mairie du 18e. Justement, toi, en tant que maire adjointe, quel est ton regard donc sur la cérémonie d'ouverture de ces Jeux Olympiques qui, on le rappelle, elle se déroulera hors du stade, sur et autour de la Seine? Alors, moi, mon avis. Euh, Moi, j'ai fait les répétitions sur le bateau. Je pense que pour les athlètes, c'est plutôt sympa, hein. Enfin, vraiment, comme contexte, Oui. c'est assez sympa. Pour une fois, on n'a pas besoin de marcher donc c'est plutôt sympa pour les athlètes. Après, bon, je pense que l'idée c'était de faire en sorte que ce soit les Jeux dans la ville. Euh, Après, ça amène un certain nombre de complexités, quoi. Enfin, voilà, aujourd'hui, il y a des débats un peu sur, voilà, sur le périmètre, sur tout ça. Moi, je pense que c'est un peu le problème de fond des Jeux, c'est-à-dire qu'on parle de tout ce qui se passe autour des jeux et qu'on parle pas des jeux en fait. Et là, On parle pas du on est bien sport, d'accord. on parle pas des épreuves, on parle pas des athlètes, on parle de tout, sauf de ceux qui font le sport en fait. On parle pas des athlètes, on parle pas des bénévoles, on parle pas des entraîneurs, on parle pas des arbitres, on parle pas des, enfin on parle vraiment de tout ce qui est à côté et pas du reste en fait. La cérémonie d'ouverture, elle est symbolique. Alors qu'elle soit sur la scène ou dans le stade, pour les athlètes, c'est un moment fort, quoi. Mais ce qu'il faut aujourd'hui, à un moment donné, c'est que on sent un peu un engouement, quoi, pour les athlètes français. C'est pas, enfin là, on est vraiment sur est-ce qu'on va pouvoir nager dans la Seine ou pas. Enfin, on sait pas, on voit très peu les visages de ceux qui vont représenter le pays aux Jeux, et c'est dans quelques mois. Il y a quand même des sélections qui sont sorties. Moi, je trouve que c'est dommage, quoi. Enfin, et donc, du coup, on perd vraiment tout l'intérêt d'avoir les jeux chez nous. Le fait d'avoir les jeux chez nous, c'est pas juste le volet logistique, c'est aussi que ce soit une belle fête, qu'on puisse parler du sport. Et là, aujourd'hui, on parle vraiment très peu de sport, quoi. Et tout est Alors, bon pour créer des polémiques, hein. C'était déjà pareil en 2016, on parlait du virus Zika. La question de la propreté de l'eau en 2016, elle était déjà d'actualité. Même en 2020, dans la baie d'Odaiba, à Tokyo. Donc oui, ça, c'est des choses qui reviennent toujours. Justement, là, on peut espérer en tout cas qu'avec l'arrivée de la flamme à Marseille le 8 mai dernier, justement, on passe ce cap de on parle des jeux pour les polémiques à on parle des jeux justement pour se concentrer sur l'aspect sportif. Donc si on prend ça et on se projette directement sur la cérémonie d'ouverture, moi j'aurais bien aimé qu'on discute un petit peu de qui serait susceptible d'allumer la flamme. Parce qu'on a entendu beaucoup de critiques quant au choix de Jules pour allumer le chaudron à Marseille, parce que beaucoup attendaient Zidane, par exemple. Sauf que Mm. Zidane, au même moment, il était au stade pour la demi-finale de Ligue des Champions entre le Real et le Bayern. Alors, est-ce que c'est un refus de sa part? Est-ce qu'il était déjà prévu qu'il allume la flamme en juillet prochain?
Tout ça, on peut spéculer. Mais à part Zinedine Zidane, est-ce qu'il y a d'autres personnes, Lucas, Étienne, toi, Yodélé, que vous verriez allumer cette Bah, flamme? je pense qu'il y a le nom de Marie-Jo qui sort, mais qui sort chez les sportifs. Après, honnêtement, je ne sais pas du tout quels sont les critères, parce que c'est pareil, la polémique autour de Jules, c'est bah, en fait, il y a une volonté de dire bah, on va aller chercher aussi des personnes qui ne sont pas forcément du milieu sportif, mais en même temps, on se dit que bah, on peut le faire et en même temps, on peut aussi valoriser nos sportifs, quoi. Et là, par exemple, sur la cérémonie, sur qui va allumer la flamme, euh, bah, on est en train de faire on parie, on se dit peut-être que ça serait un tel ou un tel. Bah, je trouve qu'à un moment donné, il faudrait que on le sache. Enfin, je veux dire, Ouais. faut pas que ça soit un sujet en soi, quoi. Enfin, à un moment donné, soit il y a des critères, et puis on passe à autre chose. À mon avis, c'est bien de vouloir inclure les sportifs et les gens qui sont hors du monde du sport, mais je pense qu'il faut quand même faire passer effectivement les sportifs en priorité parce que c'est votre moment en quelque sorte. Et puis tu évoquais les critères. En fait, il n'y a rien qui indique qu'il faut que ce soit un sportif qui soit reconnu par toute une nation. L'exemple que j'ai, moi, c'est en 2012 à Londres. En fait, il s'agissait d'un collectif de 5 jeunes espoirs britanniques du sport, hein, mais qui n'étaient pas encore connus à l'époque. Et d'ailleurs, il y en a qui ne le sont toujours pas. En 2016, à Rio, c'était le marathonien Vanderlei de Lima. Alors oui, il est très connu. Pour ce qui lui est arrivé lors des Jeux 2004, il a été bousculé alors qu'il était en tête du marathon par un spectateur. Mais étant donné que les Jeux ils étaient au Brésil, on aurait pu penser par exemple que ce serait une icône comme Pelé par exemple, voire Ronaldinho pour allumer la flamme. Donc il n'y a pas de critère qui dit qu'il faut que ce soit forcément un, un sportif médaillé d'or à 14 reprises Mhm. aux Jeux Olympiques. Oui, oui, non, il n'y a pas Mais, de critères. mais effectivement, en fait, tout ça, ça nous permet justement de débattre. Après, quand est-ce qu'on le saura? Je pense que justement, on le saura le moment venu. Donc les paris ils vont continuer. Euh, Toi, tu as cité Marie-Josée Pérec. Je sais qu'Étienne défendait également ce choix de Marie-Josée Pérec. Je vais laisser, Lucas, oui. je vais laisser la parole justement à Lucas parce il va dire globalement des choses dont je suis 100% d'accord avec lui. Lui aussi défend cette candidature, donc on va le laisser s'exprimer pour la première fois cette soirée. Ouais, ouais, moi aussi, je suis plutôt un grand défenseur de Marie-Jo, porteur de la flamme. Mais au-delà de désigner forcément un nom, je pense que ça devrait quand même rester quelqu'un du monde sportif, pas forcément sportif, mais par exemple, je pense notamment aux entraîneurs ou des présidents de club, des personnes de ce style-là, pour justement promouvoir le sport et que ce soit quand même quelqu'un qui sache de quoi il parle. Moi, c'est plus là-dessus que j'ai eu du mal avec le fait de voir Jules enfin porter la flamme, c'est que voilà, il savait pas vraiment de quoi il parlait. C'est plus de ce côté-là que ça me gêne. Donc moi, je pense vraiment qu'il faudrait rester sur des gens, des personnalités du monde du sport, plus ou moins connues d'ailleurs. J'ai face à moi trois personnes qui défendent le choix de Marie-Jo. Moi, si je devais m'aventurer à donner un nom, alors évidemment, Marie-Josée Pérec, pour moi, c'est également le nom qui devrait allumer cette flamme. Mais sinon, je pensais aussi à quelqu'un comme Émilie Le Pennec. Elle est championne olympique au bar asymétrique. J'ai entendu certaines personnes me dire oui, mais tout le monde ne la connaît pas. Mais en fait, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas besoin forcément que tout le monde la connaisse. Elle est championne olympique à Athènes, justement, donc ça fera 20 ans tout pile, puisque les Jeux d'Athènes étaient en 2004. Et pour moi, c'est un symbole pour plusieurs générations. D'une part, elle est reconnue par tous ceux qui ont vécu ses exploits, tous ceux qui étaient enfants, adolescents ou jeunes adultes à l'époque. Et puis d'autre part, elle représente pour moi la jeunesse parce qu'elle a été sacrée à 16 ans. Et puis le symbole, il serait beau puisque après Laure Manodou, qui a été la première relayeuse de la flamme en Grèce, l'a terminée par Émilie Le Pennec à Paris, qui elle aussi a été sacrée à Athènes. Pour moi, c'est quelque chose qui se justifie en tout cas. Voilà, donc on a tous un petit peu notre nom, la personne qu'on aimerait voir. Mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est quelqu'un qui doit être du milieu du sport. Et moi, je trouve que ce qui est un peu dommage là, c'est que j'ai l'impression que c'est un peu en fait, c'est un peu une compétition, quoi, à celui ou Mm. celle qui aura le meilleur palmarès, alors qu'en fait, c'est censé être une belle fête et de toute façon, il Ouais. y aura qu'une personne qui sera choisie.
Mais il y a peut-être d'autres moyens de mettre en avant tous les autres, en fait. Enfin, je pense que là, il n'y a pas de sujet sur est-ce qu'on ouvre à d'autres personnes qui viennent du sport ou pas. Mais je pense que le vrai sujet de fond, c'est que c'est censé être la fête du sport, la fête des sportifs, là où on valorise un peu tous ceux qui ont été médaillés, et pas que médaillés d'ailleurs, parce qu'à chaque fois, c'est un peu que les médaillés, mais il n'y a pas que les médaillés. Et dans une délégation, tu as aussi des gens qui sont là, qui font des résultats honorables, et c'est aussi l'occasion d'en parler. Et du coup, je trouve que c'est dommage parce que pour le grand public qui finalement soit suit pas forcément beaucoup le sport, ou soit est pas à fond sur cet esprit de compétition, ça les embarque pas, quoi. Ça reste un truc de hyper élitiste où on fait un concours de gros bras, quoi. Alors que c'est censé être un autre message qu'on doit porter, à mon Ça sens. rejoint ce que disait Luca, mettre à l'honneur par exemple toutes les personnes qui sont autour, les entraîneurs, etc. Et à ce moment-là, on peut couper court à toutes les spéculations de qui ce sera, etc. Et faire un petit peu comme ça a été à Londres, avec un collectif, non pas une personne, mais un collectif. Et puis un collectif avec des gens de tous horizons, des entraîneurs, des bénévoles, des athlètes, des espoirs. Ça peut être aussi une solution. En tout Mm. cas, bon, on n'aura pas on n'aura pas l'identité de l'allumeur ou de l'allumeuse avant le 27 juillet, j'en ai bien peur. Au-delà de ça, il y a la question du porte-drapeau. Là, pour le coup, l'identité, elle sera connue. En tout cas, c'est de tradition de dévoiler le nom un petit peu avant la cérémonie. Et déjà, je pense qu'il est à ce sujet, au sujet des porte-drapeaux, il est important de rappeler que depuis les Jeux de Tokyo, je crois, il y a non plus un seul, mais deux porte-drapeaux par délégation, un homme et une femme. Le Comité national olympique et sportif français a publié une liste de critères il y a quelques semaines qui, de mémoire, excluait les athlètes qui disputaient leurs premiers Jeux, ceux qui avaient déjà été porte-drapeau et ceux qui ont été condamnés. Si on part de ce postulat, ça fait que d'office, on peut enlever tous les Wembanyama, Dupont, Teddy Riner, Clarissa Beניnou, Samir Yann. El-Seid, encore Nicolas Karabatic. Mais malgré tous ces sportifs, aussi talentueux soient-ils, il y a beaucoup d'athlètes qui aspirent à cet honneur. Bon, je pense à Yodele que là, on revient un petit peu dans ce côté compétition qui est peut-être dommage. Mais est-ce que tous les trois, il y a des noms que vous aimeriez voir, là encore, porter le drapeau le 27 juillet? Moi, j'ai une grosse préférence forcément pour Mélina Robert-Michon, en tout cas chez les Oui. femmes. Oui. Pas uniquement parce qu'elle est médaillée à Rio, mais parce qu'en termes de longévité, en termes de personnalité, c'est quelqu'un qui a toujours su accompagner les plus jeunes, et même dans d'autres disciplines. Moi, je suis sprinteuse, et j'ai toujours, Mélina, elle était toujours dispo pour encourager, pour prendre des news. Et je pense que c'est important aussi de le montrer. C'est une femme, c'est une maman qui a plus de 40 ans, qui est encore en capacité de faire des choses très, très, des choses bien, et qui n'est pas forcément médiatisée comme d'autres, mais c'est un beau message, quoi. Donc, en tout cas, chez les femmes, je pense forcément beaucoup à elle. Oui, et Après, puis Étienne le confirmera, mais je crois qu'elle est en route vers ses 7e jeux, je crois. oui, C'est c'est très simple. extraordinaire. C'est C'est très fou, simple. Tu parlais de longévité au délai. En fait, elle a fait ses premiers jeux à Sydney en 2000 et elle a fait ses premiers jeux 2 ans avant la naissance d'un d'entre nous dans ce podcast. C'est pour te dire à quel point la longévité est extraordinaire. Non, mais elle affole tous les records. En plus, elle a été médaillée olympique. C'est quelqu'un qui a quand même fait beaucoup pour les lancers en France, qui a placé un peu les lancers sur la carte de l'athlétisme français, parce que déjà, à part Manuela Montaubrun, c'était quand même relativement compliqué pour les lanceurs en France de performer. Et je trouve qu'elle a quand même ouvert une voie qui a permis derrière à des différents lanceurs, je pense à Alexandra Tavernier, Quentin Bigot, d'eux aussi aller chercher leur médaille au niveau mondial. Alors pas olympique, mais au niveau mondial en tout cas. Ouais, moi, Et- pour confirmer, de toute façon, on peut que confirmer tous les dires sur Mélina. Clairement, elle représente tout ce dont pour moi ferait de quelqu'un de bien en tant que porte-drapeau.
comme l'a dit Étienne, elle a fait beaucoup pour les lancers. Et ça a été aussi une des premières à parler justement de ça, du peu de médiatisation et de la place de lancer qui était très, très faible. Donc franchement, ça fait une porte-drapeau idéale, même s'il y en a énormément d'autres, et sans forcément parler de son palmarès exceptionnel. Ça fait vraiment de quelqu'un d'elle une parfaite porte-drapeau. Je pense qu'on est unanime sur le nom de Mélina Robert-Michon. Après, il y a beaucoup d'autres prétendantes. Chez les femmes, j'avais relevé un nom qui me plaisait beaucoup également. Un nom symbolique, c'est celui de Charline Picon, qui est championne olympique en planche à voile en 2016, médaillée de bronze 4 ans, enfin du coup 5 ans après à Tokyo. Et sa discipline, en fait, la planche à voile, elle est plus olympique. Donc cette dame, elle a dû repartir de zéro dans une discipline qui n'était pas la sienne pour pouvoir espérer disputer des nouveaux Jeux olympiques et à la maison qui plus est. Donc là, ça veut dire que désormais, Charline Picon, elle est engagée en 49er, enfin, c'est un dériveur léger en double. Pour moi, c'est de devoir repartir de zéro alors elle est déjà bien avancée dans sa carrière, c'est symbole d'abnégation. C'est quelque chose de beau aussi. Donc ouais, il y a Mélina Robert-Michon, complètement d'accord avec tout ce que vous avez dit. J'avais Charline Picon également. Après, chez les hommes, je sais pas qui vous verriez. Moi, je verrais bien aussi. Enfin, des noms, il y en a plein. Il y en a plein. Pourquoi pas Romain Canon? Parce que bah, alors on se souvient de son sacre à Tokyo, à la surprise générale. Et pour moi, l'épéiste, c'est le représentant d'un sport, l'escrime, qui est pionnier et qui est symbole des Jeux Olympiques modernes, puisque ce sport, il était déjà présent au JO en 1896, les premiers jeux modernes, devant un public, à l'époque, on n'était pas du tout dans les mêmes jeux qu'aujourd'hui. À l'époque, le public, c'était un public d'aristocrates de la cour du roi de Grèce. Donc là aussi, j'essaye de trouver un petit peu des symboles, tout ça. Mais bon, des noms, il y en a plein, hein. Je vous laisse prendre la parole, hein, si vous en avez d'autres. Moi, je vais pas spécialement de nom qui me viennent à l'esprit, si ce n'est celui de Florent Manodou, qui pourrait être un Oui. symbole dans le sens où c'est sa sœur qui a contribué à allumer la flamme donc du premier départ à Athènes il y a quelques jours. Mais après, je pense qu'il y en a beaucoup qui peuvent y prétendre, mais beaucoup qui peuvent aussi, enfin, qui ne sont pas dans les critères finalement. Je pense en premier lieu à Renaud Lavillenie qui a une toute petite condamnation en 2007 pour un accident de moto. Donc lui, il peut pas prétendre, par exemple, à porter le drapeau. Donc voilà, je pense que c'est. On dit souvent que certaines courses ou certaines épreuves sont ouvertes. J'ai envie de dire que le porte-drapeau masculin, c'est assez ouvert aussi. Oui, tout à fait, oui. Et Yodélé, Lucas, vous voulez peut-être rajouter quelque chose? Moi, j'ai pas de nom chez les garçons, mais bon, je pense que enfin, ça va être. Enfin, il y en a beaucoup qui méritent, quoi, en gros. Hein, donc et puis il y en a beaucoup qui souhaiteraient le faire. Je pense, oui, effectivement, Manoudou. Après, pourquoi pas t'as des volleyeurs, des handballeurs. Enfin, je pense que, enfin, on a quand même des épreuves où on a pas mal de médaillés olympiques hein, qui pourraient très bien être porte-drapeau et c'est ça qui est sympa aussi, c'est que finalement ça va être des athlètes qui vont désigner deux porte-drapeaux et bon voilà. Je pense qu'on aura quand même de toute façon des super porte-drapeaux et puis il y aura forcément des déçus et puis des gens, deux personnes en tout cas très contentes d'avoir été désignées. Lucas, tu veux dire un dernier mot ou pas avant de passer à la suite? Ouais, non, bah, globalement, tout a été dit. Je rajouterais juste sur Florent Manodou, que moi je le voyais bien aussi en tant que porte-drapeau, son histoire un peu particulière. On parlait des femmes et des grossesses notamment. Bon, c'est un tout autre sujet, mais lui, par exemple, quand il a quitté la natation pour se consacrer au handball, et le fait qu'il ait réussi à revenir après à un niveau qui le place en potentiel médaille olympique. Mais oui, dans des noms, il y en a des dizaines et des dizaines, et dans tous les cas, on aura de super porte-drapeaux. Bah, la réponse, on n'a plus qu'à l'attendre là dans les prochaines semaines. Pour la suite de ce podcast, on a chacun préparé un athlète à suivre, un athlète français à suivre pendant ces Jeux Olympiques et un moment fort qu'on attendait chacun spécialement.
Avant de passer à cette partie-là, peut-être dire un mot aussi, on l'avait prévu, c'est un peu de dernière minute, mais d'évoquer aussi les objectifs de la délégation française. Et puis, en préparant l'émission, on se questionnait un petit peu sur la pertinence du tableau des médailles. Parce qu'on se disait qu'on fasse 50 médailles, qu'on en fasse 60, qu'on en fasse 280, j'en sais rien. Finalement, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que on peut très bien faire 100 médailles de bronze et à ce moment-là, on est 80e au tableau des médailles, comme on peut faire 25 médailles d'or et 0 médaille d'argent, 0 de bronze, et là, on se retrouve aux portes du podium. Donc, il y a cette question-là, on entend beaucoup parler des objectifs dans les médias. Euh, c'est peut-être le moment aussi de questionner un petit peu la pertinence de ces objectifs-là. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais prendre la parole en premier dans ces cas-là. Euh, Moi, ça fait longtemps que je trouve que ce tableau des médailles, il est un peu obsolète. Je pense qu'il faudrait passer sur un système. Alors, je dis pas qu'il faut enlever les médailles d'or, d'argent et de bronze. Attention, hein, ça reste une distinction de folie pour un athlète. Mais pour ce qui est du classement de ce qu'on appelle le poids ou la puissance d'une nation au niveau sportif, je pense qu'il serait temps de mettre un système de pondération. Alors, pour développer, j'avais pensé, et ça fait plusieurs années que je pense à ce système, un système de points. Par exemple, 5 points pour une médaille d'or, 2 points et demi pour une médaille d'argent et 1 point pour une médaille de bronze. Et à partir de là, on fait un classement par points. Et effectivement, bah, un pays qui aurait eu beaucoup de médailles mais très peu d'or sera un poil moins lésé qu'un pays qui aurait fait que des médailles d'or. J'ai souvent le souvenir du Kenya en athlétisme ou de la Jamaïque qui remontait de façon spectaculaire dans le classement des médailles juste avec du sprint ou du demi-fond. Et, euh, et voilà, au final, je pense que ce système de points permettrait de rééquilibrer certaines choses. Voilà, je vais laisser la parole à Lucas. Je pense qu'il a pas mal de choses à dire à ce sujet aussi. Ouais, je suis pour le tableau des médailles, je pense que tu as tout dit, on en a déjà parlé, je suis assez d'accord là-dessus sur le fait que c'est pas vraiment il est pas vraiment bien fait et un système où on valoriserait un tout petit peu plus la médaille d'or mais qu'on valoriserait autant enfin pas mal les autres médailles, je pense que ce serait beaucoup mieux. Mais après pour parler des objectifs, moi je me suis focalisé donc sur le l'objectif qui avait été donné par le gouvernement. Donc, je sais qu'au départ, on avait parlé de 80 médailles. Puis finalement, on avait parlé de top 5, ce qui me semble déjà plus atteignable. Mais au-delà de parler forcément de classement, moi, je pense déjà à faire mieux que les années précédentes. Je pense notamment que à Tokyo, quand même, 35 médailles, il me semble, non, 33. Je pense que c'était un peu décevant et que je pense que cette année, il y a vraiment l'opportunité de faire beaucoup mieux sans forcément voilà, venir classer et fixer un objectif de top 5 ou de nombre de médailles. Je pense que voilà, déjà voir une amélioration par rapport à l'année précédente, enfin il y a 4 ans en arrière, ce serait déjà une belle chose. Ouais. Ayodele, t'as peut-être un Ouais. mot à dire. Ouais. Moi, je trouve que, enfin, sur le sujet des médailles et autres, enfin, je pense que on sera à domicile, donc on espère forcément faire mieux que Tokyo. Mais ce que je trouve assez dingue, c'est la pression qu'on met aux athlètes, en fait. C'est-à-dire que Ouais. parce que le résultat, ça va être quoi? C'est on fait mieux, on fait plus de médailles, c'est très bien. On en fait moins, bah, c'est la faute des athlètes. Euh, et que en fait, ce chiffre-là, il faut voir aussi ce qui a été mis en place. Enfin, je pense qu'on peut pas être que sur de l'aléatoire, quoi. Et on peut pas se dire c'est le fait d'être à domicile qui va faire que tout le monde va exploser ses performances de manière individuelle. Donc après, le classement, j'ai envie de dire sur les médailles d'or ou autres, c'est un classement qui donne quand même une tendance. Ça permet aussi de voir où on se situe d'un championnat à un autre. Et ça permet aussi de voir, parce que l'année dernière, on fait une médaille d'argent, donc on remonte un peu, mais si on n'en avait pas eu, on aurait été, en tout cas en athlée, on aurait été beaucoup plus loin. Euh, mais je pense qu'aujourd'hui, on regarde trop le tableau des médailles comme s'il n'y avait pas de cause et d'effet, en fait, pour soit être plus haut ou plus bas. Enfin, c'est
voilà, enfin, c'est trop, on le regarde un peu trop en mode, on est spectateur et puis on espère que ça va être mieux. Et Ça cette pourrait être un pression, objectif. Ça pourrait être un objectif si s'il répondait à des moyens qui avaient été mis en place en amont justement pour l'atteindre. Là, c'est un peu artificiel. Ouais. bah, c'est un peu des, oui, on est en train de faire des probabilités ou des, enfin, on se dit, qu'est-ce qu'on peut, enfin, je trouve qu'on est un pays quand même, enfin, on est pays organisateur. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'en tout cas, dans d'autres pays, quand ils ont organisé, ils étaient, enfin, on n'est jamais sûr à 100%, ça reste du sport, hein. On a toujours des bonnes surprises, parfois aussi des personnes qui ratent leur compétition, voilà, ça arrive. Mais ils avaient quand même, j'ai l'impression, une idée un peu, ils avaient une vision haute et une vision basse un peu du nombre de médailles qu'ils pouvaient faire. Et ils n'étaient pas que sur le home advantage, quoi. Oui, 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 je vois ce que tu veux dire. Je me permets de lancer le sujet suivant. Donc on a chacun préparé, en fait, on pourrait débattre pendant des heures, à mon avis, sur ce sujet-là. Je pense qu'on a Oh oui. tous beaucoup de choses à dire, mais on a un programme aussi qu'il faut qu'on tienne. On a donc tous préparé un petit topo, un petit propos sur un athlète qu'on voulait vous présenter, à vous, auditeurs et auditrices, et puis sur un moment fort qui va, je le pense, nous marquer tous. Je me permets de commencer. Moi, j'ai voulu porter l'attention sur Oriane Berton en escalade. Alors, on reparlera de l'escalade quand on présentera sport par sport dans les prochains épisodes. Mais c'est assez marrant parce que en préparant mon propos, je suis tombé sur une interview d'elle, Oriane Berton, donc alors âgée de 13 ans, qui disait en substance moi, les Jeux Olympiques, avec un combiné vitesse, bloc et difficulté, ça m'intéresse pas. Mais si à l'avenir ça devient bloc et difficulté, là, c'est autre chose. Et en fait, c'est comme si elle avait eu une prémonition, puisque à l'inverse des Jeux de Tokyo, où on avait la vitesse qui était associée au bloc et à la difficulté, là, les deux ont été scindés. Donc, on a la vitesse qui est une épreuve à part entière d'un côté, et le bloc et la difficulté qui lui conviennent beaucoup mieux, qui forment là une autre épreuve de l'autre côté. Oriane Berton, au contraire de la saison dernière, au cours de laquelle on l'a vu enchaîner beaucoup de compétitions, bah là, cette année, elle est beaucoup plus discrète. Depuis le TQO de Laval qu'elle a remporté au mois d'octobre, elle n'a disputé qu'une seule compétition. C'était d'ailleurs tout récemment, il y a 2 semaines de mémoire. C'était la Coupe du Monde à Salt Lake City, aux États-Unis. Et ce qu'on peut dire, bah, c'est que c'est une rentrée payante, puisque sur le bloc, elle a terminé à la 2e place, derrière l'américaine Natalia Grossman, qui évoluait à domicile, puisqu'elle vient de Salt Lake City, justement. Et d'ailleurs, on peut le signaler également devant une autre Française, Naïlé Maignan, qui a beaucoup lutté contre les blessures. Donc ça fait plaisir aussi de la revoir là. Donc à 19 ans, Oriane Berton, elle comptabilise déjà 7 podiums en Coupe du Monde, ce qui n'est pas rien. Et donc l'objectif, il est clairement axé sur les Jeux, parce qu'elle entrera en lice le mardi 6 août. Ah, faut pas se mentir, hein, la concurrence, elle va être rude, parce qu'elle va faire face à des athlètes comme la japonaise Ai Mori, comme Jessica Pills, comme Brooke Raboutou, qu'on connaît parce que elle est fille de l'ancienne, alors elle est fille de l'ancienne championne du monde Robin Ebersfeld, mais elle est aussi fille du grimpeur français Didier Raboutou. De mémoire, je crois que c'est une médaille d'argent sur une Coupe du Monde. Bon, ça commence à remonter, hein. Mais sa rivale principale, ça reste toutefois la légende slovène Janja Garbret qui, alors elle a que 25 ans, hein, mais elle est déjà championne olympique en titre, elle est octuple championne du monde. Et alors moi j'ai relevé une stat assez folle, c'est que depuis les championnats d'Europe en 2017, elle avait que 18 ans à ce moment-là, en bloc et en difficulté, je laisse la vitesse de côté, elle cumule 70 podiums en 74 compétitions, donc c'est absolument fou. Honnêtement, je vois pas pour l'instant qui peut venir la battre. Mais elle s'en rapproche, Oriane Berton. Justement, Oriane Berton, elle est vice-championne du monde de bloc. C'était l'été dernier à Berne, en Suisse. Et puis, si elle confiait elle-même il y a encore peu que la difficulté, c'était sa discipline de cœur, bah, c'est bien sur le bloc qu'elle est la plus dominante. Elle est actuellement 3e mondiale de la discipline, donc du bloc. Mais sur l'épreuve de la difficulté, ben, c'est plus difficile. Seulement 28e, je mets des guillemets à seulement parce que elle est quand même 28e mondiale. Elle va devoir progresser si elle veut rivaliser avec Janja Garbret, qui semble pour l'instant intouchable. Et au combiné olympique, donc l'association de la vitesse et du bloc,
de la difficulté et du bloc. On aura l'occasion de revenir sur les détails, sur le format de l'épreuve quand on évoquera l'escalade. Mais à ce combiné olympique, elle est 6e mondiale, preuve que la hiérarchie, en fait, preuve que la difficulté, elle lui coûte encore de précieuses places dans la hiérarchie. Mais on y croit. Demi-finale du bloc le mardi 6, demi-finale de la difficulté le jeudi 8 et finale le samedi 10. Le rendez-vous est donc pris. Voilà donc pour Oriane Berton, on va voir ce que ça va donner, mais pour ma part, moi j'ai même pas mal d'espoir. En tout cas, médaille ou pas, à vrai dire, c'est pas ça qui m'importe. Je suis content de l'avoir évolué devant son public. Je sais pas s'il y en a un de vous qui a quelque chose à rajouter sur Oriane Berton ou si vous voulez continuer avec votre athlète. Écoute, je vais prendre la main et puis je vais vous inviter à attacher vos ceintures parce que je vais vous emmener dans l'univers de quelqu'un qui marche plus vite que nous on court, malheureusement, ou heureusement pour lui, car je vais vous parler de Gabriel Bordier. Donc je dis ça parce que c'est quelqu'un qui marche 20 km à plus de 15 à l'heure de moyenne. Donc voilà, essayez de faire ça en footing et puis vous verrez que vous ne tiendrez pas plus de 4-5 km et encore si vous êtes en bonne forme. Moi personnellement, j'abandonne au bout de 5 km. Non, mais c'est quelqu'un qui a énormément progressé, qui est encore jeune et qui a une histoire particulière, Gabriel Bordier, parce que il est, euh, il est interne en médecine. Donc c'est quelqu'un qui s'entraîne comme quelqu'un qui brigue, pourquoi pas, quelque chose de très grand à Paris, et tout en bossant 35 heures par semaine. Et encore, il a des horaires aménagés. Je l'avais eu en interview il y a 2 ans, et il me disait que ses horaires, ça lui évitait de bosser 70 heures par semaine, comme beaucoup d'internes en médecine de ces années. Malgré tout, 35 heures par semaine, plus le sport de haut niveau, on est quand même sur un programme qui est assez conséquent. Alors moi, je voulais en parler parce que j'en fais vraiment un grand outsider à la médaille. On sait qu'en athlée, on n'a pas de grands favoris. On n'a pas ce champion qui va nous assurer une médaille à coup sûr. Mais on a quand même un panel d'outsiders. Il en fait partie. C'est quelqu'un qui a fini 10e des championnats du monde à Budapest. Alors vous me direz, oui, Étienne, 10e quand même, on est encore assez loin de la médaille. Je mets quand même un petit bémol là-dessus. Il a fini 10e en marchant plus vite que le champion du monde 2022 à Eugene. Donc il avait battu son record en moins d'1h19 à ce moment-là. Donc on en revient sur le plus de 15 km/h de moyenne. Je pense que c'est quelqu'un qui va encore progresser, qui est capable de s'approcher des 1h18 pile. Et je pense surtout que ça va marcher moins vite que cette finale de folie, qui est la plus grande finale de tous les temps sur 20 km marche. Je pense qu'à Paris, ça ira moins vite. Ça, parce que je pense qu'il y a des facteurs qui font que ça peut aller moins vite à Paris qu'à Budapest, où ça a vraiment été la folie. Et je pense que lui, il est capable de marcher à minima aussi vite. Et s'il est capable de marcher en moins d'1h18 30, il en sera pas très loin. Il a battu son record sur 5000 mètres marche cet hiver, il a fait 18-24 en salle. Là, il a fait une rentrée aux interclubs sur la même distance. Il a fait 18-47. Il s'est déjà aligné sur 20 km cette année. Au championnat de France, un peu plus d'1h20. Et surtout, il a fait la Coupe du Monde. Il a fait le match mondial à Podobrady en République tchèque. Et il a marché déjà fin mars, début avril. Il a marché en moins de 1h20. Donc c'est quelqu'un qui est déjà à un niveau de forme intéressant. Il a ensuite fait le relais avec Pauline Sté. Ce sera une nouvelle discipline au programme des Jeux Olympiques, le relais mixte de marche avec 2 athlètes par pays et qui font chacun 2 fois 10 km. Enfin 12 km pour le premier relayeur pour que ça s'aligne sur la distance du marathon. Et je parle aussi de Gabriel Bordier parce que c'est tout simplement lui qui va ouvrir le programme olympique en athlétisme. Car la première épreuve qui aura lieu le 1er août, il ne faudra pas louper le réveil, c'est 7h30 et c'est le 20 km marche homme. Voilà. Et je pense que 7h30 à 8h48, on l'espère, on pourrait bien avoir dès la première épreuve une première médaille pour la délégation française en athlétisme. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'y crois vraiment très fort. Bah, on demande que ça, et puis moi je me permets, si on parle de Gabriel Bordier, on a forcément une pensée aussi pour Aurélien Quignon, autre marcheur qui a vu sa discipline de prédilection, le 35 km, en fait, sortir du programme olympique. En tout cas, merci beaucoup Étienne. Donc on garde la date et puis surtout l'horaire dans un coin de la tête, et puis on saura s'en rappeler, donc si à 8h48, on le voit franchir la ligne dans les 3 premiers. Lucas, toi tu voulais nous parler de Dorian Coninx, triathlète.
Je sais que on en rigolait un petit peu hors antenne, mais tu lui as un petit peu porté l'œil ce week-end? Ouais, c'est ça exactement. Donc, je voulais vous parler de Dorian Coninx, triathlète de 30 ans. Donc, on rigolait de ça un petit peu parce que sur sa première sortie cette saison, on va dire, enfin, sur la première WTCS, donc les triathlons, les World Triathlon Series, pardon, il était très bien parti. Il est sorti troisième de la natation et après, il était à l'avant en vélo, mais il a fait une petite chute. Donc, il avait arrêté sa course et il devait faire des examens. Je crois que pour l'instant, il n'y a pas eu de nouvelles. Donc moi, je voulais vous parler de lui parce que je pense que c'est une réelle opportunité de médaille en triathlon. Je voulais aussi parler de lui parce que il avait été pendant longtemps un peu dans l'ombre en triathlon, parce qu'il y avait surtout Vincent Louis qui était le plus connu des triathlètes tricolores, qui prenait beaucoup de place. Et donc Dorian Coninx qui a été champion du monde l'année dernière, un peu à la surprise générale, où il fait un peu un hold-up sur la dernière course et il devient champion du monde. Je pense que voilà, il semble un peu arriver à pleine maturité sportive, on pourrait dire. Il a évolué pardon, il s'est amélioré dans toutes les disciplines. Donc je rappelle la natation, le vélo et la course à pied en triathlon. Il est également champion d'Europe en 2021. Il a déjà gagné la WTS de Montréal et, et celle de Ponte-Dreva. Il avait fait troisième du test event de Paris, donc c'est ce qui lui permettait de se qualifier pour les Jeux. Pour confirmer sa sélection, il devra tout de même effectuer une 6e place en World Triathlon Series. Donc il était bien parti pour le faire, mais effectivement, je lui ai un petit peu porté la poisse, il paraît. Il fait aussi partie du collectif qui avait été médaille de bronze à Tokyo, lorsque c'était sur le relais mixte. Donc c'était la première fois qu'il y avait un relais mixte. Et il en fait partie. Et donc je pense que c'est une année pour lui. Il enchaîne vraiment les bons résultats depuis l'année dernière. Il ne faut pas oublier que c'est quelqu'un, j'ai trouvé ça dans une interview en préparant ça, qui est tombé dans le triathlon un peu par hasard. Donc très tôt quand même, à l'âge de 7 ans, il faisait de la natation. Et en voulant imiter un meilleur pote à lui, eh ben, il s'est mis au triathlon. Donc pour quelqu'un qui est tombé dedans par hasard, champion du monde, ça me paraît quand même plutôt, plutôt exceptionnel. Et voilà, je le porte vraiment comme un candidat, un gros favori à la médaille à Paris. Marrant cette histoire parce que ça me fait penser aussi à Althea Lorrain qui est tombée dans le taekwondo par hasard, ou Ouais, Louise Maraval qui à la base faisait de la gym et elle a découvert l'athlé par hasard, par une initiation dans son école, quoi. Donc comme quoi, il y a des destins, voilà. On en a un exemple là. Merci beaucoup en tout cas, Lucas. Peut-être Kayodele, tu veux nous évoquer quelqu'un ou toi d'ailleurs? Euh, ou moi, je vais pas être que centré sur moi. Non, mais l'athlète à suivre qui sera au JO. Ah, c'est dur parce qu'on n'a pas encore toutes les Bah, sélections c'est à ça, en l'instant fait, T. on n'a pas toutes Ouais. les sélections. Mais j'ai envie de dire que c'est bien de parler de sport féminin et de donner de la visibilité à toutes ces sportives qui seront au jeu ou qui essayent de se qualifier au jeu et même celles qui n'y arriveront pas parce que le sport féminin a aussi beaucoup besoin qu'on parle de nos performances sans les rabaisser, mais voilà, c'est important d'en parler. Donc j'ai personne, enfin j'ai pas de nom en tête. Je pense au fur et à mesure que les sélections vont sortir, j'aurai, je pense, voilà, des personnes à soutenir ou en tout cas bien identifier. Mais là comme ça, j'avoue, je sèche. Ouais. En tout cas, le message est entendu concernant le sport féminin. Et puis, ben, il faut le rappeler, hein, il y a des sports à qui on doit beaucoup justement aux sportives. Je pense là évidemment au judo. Euh, sans les judokates, je pense que la France ne serait pas au niveau auquel elle est actuellement. Et ces JO Euh, vont être les tout premiers de l'histoire où il y aura 50% d'athlètes féminines et 50% d'athlètes masculins aussi. et ben, la parité, on y est Exactement. arrivé. Ouais, on y est arrivé. Alors pour terminer, dernière partie de cette émission, on a encore une fois chacun prévu un moment, cette fois-ci, non pas un athlète forcément, mais un moment qu'on souhaitait vous présenter parce qu'on considère que ce sera un moment fort de ces Jeux Olympiques. Pour ma part, moi j'ai choisi la soirée du 2 août. Pourquoi le 2 août? En
fait, qu'importe que la France, elle débute bien ses Jeux Olympiques ou non, mais bien sûr qu'elle les débutera bien, la soirée du 2 août a tout pour la faire basculer, la France, dans l'irrationnel ou même le surréalisme. C'est pas tant pour le France-Allemagne en basket qui se déroulera en fin de programme à 21h, mais pour l'histoire en marche au Grand Palais éphémère, parce que peu après 18h, nous saurons enfin si Teddy Riner est couronné roi à la maison. On soit champion du monde, triple champion olympique, le géant Teddy Riner a donc l'occasion d'obtenir un 4e, voire même un 5e titre avec l'épreuve par équipe. Depuis ses premiers Jeux à Pékin, c'était il y a 16 ans déjà. Et c'est pas tout parce qu'on espère qu'il sera en mesure de Roman Dico qui tentera de balayer sa désillusion de Tokyo malgré sa médaille de bronze, mais on se rappelle quand même de sa déception, en tout cas à chaud. La championne du monde 2022 tentera de montrer la voie à son aîné, et puis espérons-le de suivre le sillage de ses prédécesseurs sur les tatamis depuis le 27 juillet. Donc on espère que à la fois Roman Dico et à la fois Teddy Riner permettront à la France de terminer cette semaine de judo, avant l'épreuve par équipe, bien sûr, de la meilleure des manières. Et donc, s'il y a bien une session autour de laquelle les attentes se sont cristallisées lors de la billetterie, c'est bien celle-là. La possibilité de voir Teddy combattre et triompher à domicile, ajoutée à celle de voir Roman Dico poursuivre dans sa quête d'or, justifiait peut-être les moyens mis par certains fans. Alors seul l'avenir nous dira si ces supporters en auront eu pour leur argent. En tout cas, pour celles et ceux qui sont devant leur télé, la fin de journée, elle pourrait être mémorable parce que ce 2 août au soir, il ne se limite pas qu'au judo. Outre le judo, on a également la finale du double mixte au badminton avec deux Français qui auront à faire valoir quelque chose, en l'occurrence Tom Jikel et Delphine Delru. La finale de l'épée par équipe, là encore les Français, on les attend. Les finales du BMX Racing, je rappelle que les Français ont fait 1, 2 et 3 au championnat du monde l'année dernière. Les finales du 50 mètres nage libre en natation et du 200 mètres 4 nage avec Léon Marchand en tête d'affiche. En plus des autres finales prévues toute la journée, en début de programme et puis à la mi-journée. Une soirée donc qui pourrait faire définitivement entrer l'histoire du sport français au panthéon des grands moments de l'histoire de la France tout simplement. À Rio, la France, elle avait connu une journée en or avec 3 titres, dont déjà les plus de 78 kg et les plus de 100 kg en judo. À l'époque, c'était Andéol et Teddy Riner déjà. Et puis également en aviron le 2 couple poids léger de Ouin et Azou. Est-ce qu'on fera aussi bien? Est-ce qu'on fera mieux? On verra bien. En tout cas, vraiment, cette date du 2 août au soir, elle est cochée, elle est surlignée de toutes les couleurs. Il faudra être devant la télé ou en tribune. Victor a parlé d'une date, moi je vais plutôt parler d'un duel, et puis je vais encore une fois rester sur l'athlétisme, parce que je vais vous emmener du côté de la confrontation, alors que j'espère, hein, parce qu'on va leur souhaiter à toutes deux qu'elles soient en pleine forme, mais entre Sydney McLaughlin et Femke Bol. Alors, dans un premier temps sur 400 mètres qui sont les deux disciplines de prédilection, parce qu'on parle là des deux femmes les plus rapides de tous les temps sur cette distance, McLaughlin ayant son record du monde stratosphérique en 50-68, mais Femke Bol est passé sous les 52 secondes l'année dernière. Il y a encore un écart entre les deux, mais la jeune néerlandaise qui a un an de moins que l'américaine, progresse, tandis que l'américaine est un peu dans le flou. L'année dernière, elle avait dit qu'elle voulait se focaliser sur le 400 mètres. Elle était descendue en 48-75, mais avait finalement renoncé à Budapest pour une cause de petite gêne. Là, sa rentrée, elle a quand même été très probante sur 100 avec un chrono de 12,7 et puis derrière un 200 mètres aussi très très solide. Mais pour moi, je pense que l'écart entre les deux femmes s'est considérablement réduit. Femke Bol a fini 3e à Tokyo derrière Sydney McLaughlin et Dalila Muhammad. Cette dernière n'a plus son niveau d'il y a 3 ans et d'il y a 5 ans quand elle avait été championne du monde. Mais on parle de 400 et est-ce que on peut pas retrouver les deux carrément sur 400 plats et 400 et? Parce que j'ai regardé le programme en amont, je l'ai encore sous les yeux, et il est très étalé, c'est-à-dire que le 400 mètres et les séries des femmes sont le dimanche à 12h35, et la finale du 400 mètres féminin plat, c'est le vendredi suivant, en sachant que par exemple, la veille, il y aura eu la finale du 400 mètres
et que il y a aussi un système où c'est vraiment série, demi et finale. Il y a aussi des repêchages cette année, c'est tout nouveau aux Jeux Olympiques, mais on peut penser que les deux n'auront pas besoin de ce tour de repêchage. Mais le programme est étalé, ce qui fait que elles auront jamais deux courses dans la même journée. Alors il faudra enchaîner, ça veut dire que pendant 6 jours, elles vont devoir, si elles font le doublé, elles vont devoir enchaîner tous les jours pendant 6 jours une course. Donc, ce qui veut dire que c'est usant mentalement et physiquement. Mais si elles veulent se lancer dans un doublé qui serait totalement inédit d'ailleurs, elles en sont capables. On sait que Fenkeball l'a fait à Munich. Alors ce n'est que les championnats d'Europe, mais elle a montré que c'était possible d'enchaîner. Mais c'est vrai qu'au championnat d'Europe, les meilleurs temps n'avaient pas de série, elles étaient directement qualifiées en demi-finale, ce qui fait qu'il n'y avait que 4 courses au lieu de 6. Ça peut faire quand même une certaine différence. Et je me souviens pas, mais tu la sentais comment à Munich au bout de la quatrième course? Tu la Fraîche, sentais toujours aussi fraîche ou? fraîche parce que c'est là où elle fait sub 50 au 400 de mémoire. Donc, ce qui était son Ah oui. premier chrono sous les 50, je crois. Je suis pas sûr de ce que je dis, mais je crois que c'était son premier chrono sous les 50 au 400 plat à l'époque. Oui, donc effectivement, en plus là le 400 plat, la finale est placée après le 400 et donc c'est presque du bonus, même s'il faut pas oublier qu'il y a des demi et qui s'intercalent en cours de semaine. Mais Je, on, je on me fais va pas, voir ce que ça va donner en tout cas. je me fais pas trop de soucis parce que cet hiver, elle a fait le record du monde du 400 en salle. Elle l'a fait après avoir couru la veille série et demi-finale dans la même journée. Donc, ça prouve qu'elle sait enchaîner les courses. Il y a également les finales des 4x4, mixtes et féminins. Je pense que raisonnablement, on peut dire qu'elles seront peut-être laissées au repos en série. Mais ça aussi, il faut voir peut-être où ça se Mm. situe dans le programme. Bah, ça Je pense que sera. le 4x4 Mais, mix, c'est au début peut-être. le 4x4 à la fin, les femmes, ce sera la toute dernière épreuve hors Oui, marathon mais qui aura lieu le dimanche. le, le 4x4 mixte, Ah, le 4x4 mixte, Budapest, il était en début de programme. écoute, alors je l'ai pas en tête, je suis en train de me faire défiler. Et Bon, t'inquiète pas. bah écoute, mixte, la finale est tout simplement prévue le samedi 3 août, donc on peut présumer Oui. que c'est ça, le mix, c'est la veille. Le Ok. vendredi 2 août. Eh ben, ça va faire une belle semaine en tout cas. Ouais, c'est clair. Merci beaucoup Étienne en tout cas. Lucas, je te laisse la parole. Tu voulais nous parler d'un grand moment, on l'espère. Je te laisse l'honneur de le présenter. Ouais, alors un grand moment, est-ce qu'il est aussi à la hauteur des deux que vous avez proposés? Ça, tout le monde se permettra d'en juger. Donc moi, je voulais parler du 28 juillet, de l'après-midi du 28 juillet, puisqu'il y aura la course de cyclocross, donc de VTT féminine. Moi, c'est de celle-ci que je vais parler. Pourquoi je veux en parler? Parce que tout simplement, je veux que ce soit enfin l'année au jeu de Pauline Ferrand-Prévot. Donc Pauline Ferrand-Prévot, on la présente plus hein, en termes de palmarès, qui a été toute discipline confondue en vélo, 15 fois championne du monde. En cyclocross, je crois que c'est 5 fois championne du monde, qui a déjà été championne d'Europe. Enfin, un palmarès long comme le bras, mais qui n'a jamais eu enfin, qui a joué de malchance en tout cas au JO. Donc, pour rappel, elle a participé aux 3 derniers JO. Donc en 2012 et en 2016, elle participait au VTT, mais aussi à la course sur route. En VTT à Londres en 2012, elle termine 26e, si je ne dis pas de bêtises. À Rio, elle est contrainte à l'abandon. Et ensuite, à Tokyo, elle était en tête, accompagnée d'une Suissesse, si je ne dis pas de bêtises, qui se nomme Yolande Danef. Et elle s'était gênée entre elles. Pauline était tombée, avait beaucoup reculé et avait ensuite été victime d'une crevaison. Elle avait finalement terminé à une très honorable tout de même 10e place. Donc elle a toujours joué de malchance au jeu. Pourtant, elle surdomine la discipline depuis de nombreuses années. La saison passée encore, elle a dominé tous les débats en gagnant quasiment tout. En plus, elle est hyper polyvalente parce qu'elle gagne pas uniquement en VTT classique, elle avait aussi gagné en gravel, si c'est comme ça que ça se prononce. Donc voilà, j'ai enfin envie que ce soit son année. On a l'habitude de dire jamais 2 sans 3, mais là, elle a connu déjà 3 désillusions, si je puis dire, au jeu. Donc ça doit être son année. Elle sera en plus portée un peu en côté tricolore par la concurrence que lui apporte Loana Lecomte.
qui elle aussi gagne un petit peu. Et pour l'anecdote, je pense que je lui ai aussi un peu porté la poisse, tout comme Dorian Coninx, parce qu'elle a au championnat d'Europe récemment, donc sur le format court, elle s'est imposée, encore une fois. En revanche, sur le format long, donc le format olympique, elle avait été victime d'une chute et elle avait préféré arrêter aussi. Après, les conditions étaient vraiment catastrophiques, beaucoup de pluie et beaucoup de boue, beaucoup de chutes. Donc voilà, en espérant qu'elle aussi, ça aille à ce moment-là. Mais donc voilà, retenez bien le 28 juillet, en milieu d'après-midi, ça doit enfin être le moment de la grande Pauline Ferrand-Prévot. Et donc en tout début de programme. En Oui, tout cas, merci Lucas. Je pense qu'entre Pauline Ferrand-Prévot, les hurdleuses que tu nous as présentées, Étienne et puis Oriane Berton, on a fait honneur au sport féminin. Peut-être qu'Ayodele, toi, tu as un moment que tu as coché dans ton agenda Oui. en termes de spectatrice. En tant que spectatrice, non. Alors si, j'irai voir la troisième place pour le basket masculin. Et après, moi, j'adore le sport, donc je vais regarder vraiment tout le monde. Mais moi, ce que j'ai coché, c'est vraiment le 100 mètres au jeu, quoi. Donc 2-3 août, voilà. Et voilà, donc, je me concentrerai sur ça. Et après, je pense que ce qui est pas mal, c'est toutes les courses de relais, c'est hyper, c'est chouette, quoi. Et c'est des beaux moments. Il y a une pression très forte. Mais je pense que sur l'athlétisme, en tout cas, il y aura des belles performances un peu dans toutes les épreuves et que faudra suivre ça avec intérêt. Et là, tu parles à des personnes qui en sont déjà convaincues, je pense. C'est ça. Mais du coup, ceux qui écoutent, regardez l'athlétisme. C'est beau. Et même le 100 mètres, c'est hyper technique, hein. Ne croyez pas qu'on fait juste que courir, en fait. Je confirme. oh oui, Eh oui, ben, oui. on aura l'occasion justement d'en rediscuter puisque on aura un des épisodes en fin de série, peu avant le début des Jeux, qui sera concentré justement, qui sera focalisé sur les courses en athlétisme. On a séquencé l'athlétisme en 2 épisodes, d'une part les courses, d'autre part les concours. Donc on aura l'occasion d'y revenir à ce moment-là. Est-ce que, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on avait à dire. Est-ce que quelqu'un souhaite ajouter quelque chose, peut-être? Non? Bah, moi, Non, pour ma part, non. si je peux prendre la parole, pardon. Ouais, on l'a répété plusieurs fois, faut vraiment que. Il y a eu beaucoup, beaucoup de critiques et de choses négatives de dites sur les jeux. Faut pas oublier que voilà, accueillir les jeux chez soi, c'est quand même une sacrée chance. Donc voilà, vraiment envie qu'on parle enfin des jeux, qu'on parle enfin positivement des jeux et qu'on mette dans la lumière les sportifs qui vont se donner corps et âme pour bien représenter la France. Et puis bah, surtout, Ayodele, je t'envoie toute la force possible dans ton projet, dans ton beau projet. Merci. Et je te souhaite vraiment d'être à ces jeux et en tout cas, on sera là pour t'encourager. Merci. Merci. Moi, si je peux me permettre, déjà merci pour l'invitation. C'était chouette de pouvoir échanger. Et puis, un peu comme l'a dit Lucas, vraiment, les jeux, c'est aussi les sportifs, mais aussi les bénévoles, les acteurs associatifs. Et c'est aussi l'occasion de mieux connaître le parcours de chacun. Donc, voilà, que vous soyez fan du sport de compète ou pas du tout. Mais voilà, c'est le moment de découvrir les champions qui sont dans votre région, ce qu'ils font, leur parcours, enfin vraiment tout, quoi, parce qu'on est des humains. Donc, et je pense que le fait de mieux connaître les sportifs, c'est ce qui va permettre aussi que tout le monde puisse les soutenir. Donc voilà, moi j'invite vraiment tout le monde à regarder s'il y a des champions dans le département, dans la région, pas très loin, et de s'intéresser un peu à ces parcours. Et on espère des médailles, mais faut pas non plus dévaloriser ceux qui sont au jeu, parce que aller au jeu, c'est pas quelque chose de facile et il faut quand même l'avoir en tête. Après, si Merci ça peut vous Kevin. Vas-y. rassurer, si ça peut vous rassurer sur la hype des Jeux Olympiques, on se rappellera que 6 mois avant la Coupe du Monde 2022,
60% des Français voulaient boycotter le mondial et que pour le premier match France-Australie, il y a eu 15 millions de téléspectateurs devant TF1 et que lors de la finale, il y en a eu pas loin de 20 millions. Donc sur ça, je me fais pas trop de soucis. Eh ben, c'est entendu. De toute façon, on est convaincu que ce sera un succès en termes d'audience et en termes d'attention portée à ces sports dont on n'entend pas souvent parler. Merci en tout cas à toi, Yodélé, d'avoir accepté notre invitation. Et comme l'a dit Lucas, donc on te souhaite évidemment beaucoup de réussite pour la suite de ton projet. On suivra avec attention tes prochaines échéances et puis on espère donc te voir d'ici là sur la scène olympique. Merci à vous, auditrices et auditeurs, de nous avoir suivis. Pour le prochain épisode, la semaine prochaine, nous présenterons donc les enjeux et les chances françaises en judo, au handball, au badminton et à l'aviron. D'ici là, n'hésitez pas à nous faire part de vos questions ou de vos commentaires s'il y a des choses que vous souhaiteriez voir abordées dans ce prochain épisode. Et puis n'hésitez pas également à nous suivre sur dicodusport.fr. Et sinon, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine. Bonne semaine à toutes et à tous.